Bonsoir et bienvenue à tous pour cette conférence sur l'art de la communication efficace grâce à la PNL. Alors déjà, on va peut-être se présenter. Donc nous, on est INSEM, le centre de formation dans le développement personnel. Donc pour rappeler aux personnes qui ne connaissent pas, on propose des formations en pensée stratégique, en programmation neurolinguistique, donc en PNL avec Michel et Nathalie, en cohérence cardiaque, en hypnose et d'autres outils de développement personnel. Donc, on vous laissera tout le loisir d'aller vous familiariser avec l'univers INSEM. Moi, je suis Pierre Lejus, du coup, directeur du centre de formation INSEM. Je suis également coach et formateur en mind mapping. Et je vais également laisser ma collègue Géraldine Lejus se présenter. Alors, je suis Géraldine Lejus, je suis co-directrice donc, du centre de formation INSEM. Je suis enseignante en hypnose et enseignante aussi en mind mapping. Et j'ai un volet aussi de thérapie à mon cabinet à Troyes. Voilà. Voilà, bon, en tout cas, on est ravis de vous recevoir pour cette conférence. Pour ceux qui nous connaissent, vous avez sûrement dû voir qu'on communique beaucoup sur la PNL, on en parle beaucoup parce que c'est au cœur aussi de nos formations. Vous allez voir que la PNL, c'est bien plus que des techniques comme on peut entendre, c'est une attitude. Alors, je me mords la langue pour pas trop vous en dire, on va laisser les experts vous en parler. Mais voilà, on vous en parle souvent et on avait vraiment à cœur de vous partager cette conférence sur la communication et sur la PNL parce que vous allez voir, c'est un élément central, la communication, que ce soit dans tout, que ce soit dans la sphère familiale, que ce soit dans la sphère professionnelle et autres. C'est votre façon de communiquer impacte les résultats que vous allez avoir en face. Ça, c'est un fait. Donc, les mots, ils ont un poids. La formule que vous allez utiliser va avoir un impact et c'est toujours super important de pouvoir avoir un impact positif autour de vous. Et c'est justement pour ça qu'on voulait vous proposer cette formation, pour vous donner des outils, des clés, peut-être des nouvelles compétences, peut-être des nouveaux champs de réflexion pour pouvoir vous faire du bien à vous, vous permettre également d'évoluer, puis également faire évoluer les autres autour de vous. Voilà, alors, pas de blabla davantage, on va laisser directement Michel et Nathalie, nos deux conférenciers, nos deux intervenants se présenter et on va pouvoir commencer cette conférence. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle soirée et une très belle conférence. Nathalie, qui es-tu? Bonsoir à tous, je suis Nathalie de Marsay, je suis franco-mexicaine, formatrice de programmation neurolinguistique depuis 2002. J'ai eu la chance de me former avec Robert Beals, avec Franck Farelli, avec bien sûr Richard Bandler, avec le co-créateur, avec John Grinder, qui est l'autre co-créateur de la PNL. Et je suis vraiment une passionnée de tout ce qu'est l'humain, le changement, le champ des possibles, le cerveau, tout ce qui va être, en fait, ce qui va aider les personnes à avoir une meilleure vie. Et toi? Moi, alors, je viens du monde à la base de l'industrie. J'ai travaillé pendant 13 ans dans l'informatique, plus précisément dans l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, et si on appliquait tous ces principes-là à l'intelligence humaine? Et on se rend compte que finalement, tous les trucs qu'on sait faire, qu'on sait faire notamment sur les ordinateurs, on sait les faire également chez l'être humain. Et ça, pour moi, ça ouvre des perspectives absolument énormes. Donc moi aussi, je suis passionné par la PNL, par la communication, par l'impact du langage. Et surtout, mon domaine de prédilection, c'est ce qu'on appelle les stratégies, c'est-à-dire c'est la capacité à pouvoir tout simplement voir quelqu'un qui fait quelque chose avec une excellence, avec une véritable expertise, et de réussir à le faire également nous-mêmes. Donc, je me suis beaucoup amusé avec tout ça, et on va vous partager un petit peu tout ça aujourd'hui. Et avant ça, il faudrait peut-être définir d'abord qu'est-ce qu'est la programmation neurolinguistique. Alors, il y a énormément de différentes définition. Il y en a une qui est très, très simple, qui me plaît beaucoup. Alors, pourquoi programmation neurolinguistique? Programmation parce que tu as un cerveau qui peut être programmé, déprogrammé et reprogrammé exactement comme un ordinateur.
Pourquoi neuro? Parce que dans ton cerveau, tu as des neurones. Et sûrement, vous connaissez l'histoire des neurones qui se connectent et qui font des synapses. Ce qu'on ne nous enseigne pas forcément à l'école, c'est la chimie cérébrale dans laquelle flottent ces neurones. Et cette chimie, on va avoir deux genres de chimie cérébrale, vraiment en faisant l'explication très, très simple. Nous avons la bonne chimie cérébrale et nous avons la mauvaise chimie cérébrale. Bonne chimie cérébrale, c'est quand tu as des neurotransmetteurs, c'est-à-dire l'information passe magnifiquement entre les neurones. Et cette chimie-là, on la produit quand on est heureux, quand on est focalisé, quand on est positif, quand on a toutes les bonnes émotions. Et j'aime dire les bonnes émotions entre guillemets parce que toutes les émotions vont être bonnes à un moment donné. Mais toutes les bonnes émotions qui vont créer par exemple, l'endorphine, la sérotonine, l'oxytocine. Donc, toutes ces bonnes chimies cérébrales vont nous permettre de penser correctement. Et puis, nous avons la mauvaise chimie cérébrale qui peut être très utile à certains moments. Alors, j'aime aussi mettre des guillemets sur le fait que ce soit une mauvaise chimie. Mais ça va être les neuroinhibiteurs. Ça, c'est quand, et nous avons tous ressenti ça, quand on n'arrive plus à réfléchir. Et ça, c'est typiquement quand on a du stress, quand on est fâché, quand on est triste. À ces moments-là, c'est comme si le cerveau se coupait de prendre des bonnes décisions. Comme on doit décider quand même, c'est souvent à ce moment-là où malheureusement on se trompe, on fait des mauvais choix. Et pourquoi linguistique? Parce que la manière de programmer ton cerveau va être à travers du langage. C'est pour ça, c'est tellement important de faire attention à ce que tu te dis, ton langage, ce dialogue interne que nous avons tout le temps. Il faut faire extra attention à comment on communique ce qu'on dit, par exemple, aux enfants, comment on les conditionne déjà à avoir du succès ou à ne pas en avoir. Alors, c'est un peu de ça qu'on va vous parler. Et toi, Michel, tu as une autre définition qui est encore plus simple et magnifique. Voilà. Alors, elle est double en fait, parce que finalement, la PNL, si on devait la décrire en une phrase, on pourrait en faire deux en réalité. Ça serait déjà une stratégie de résolution de problèmes. Ça, définition que j'adore. Et deuxième définition, c'est l'étude des comportements à succès. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'effectivement, on peut aller étudier un comportement à succès d'une tierce personne, mais on peut également se baser sur nous-mêmes, c'est-à-dire quelquefois, il y a des choses qu'on sait faire dans un domaine bien précis de notre vie, et se rendre compte que finalement, les ressources dont on a besoin, elles sont toutes là déjà, en fait. Ça veut dire que lorsqu'on veut appliquer ça sur une nouvelle compétence ou sur quelque chose qu'on ne connaissait pas, eh bien, en fait, on peut le faire beaucoup plus facilement. Alors, c'est super intéressant ce que vous dites et si on essaye un petit peu de synthétiser vos deux définitions, on pourrait le comprendre dans le sens que la PNL, c'est un outil qui nous permet en fin de compte de reconscientiser comment programmer notre machine qui gère normalement les choses pour nous de façon inconsciente, on ne se rend pas compte que ça se passe comme ça, c'est nous redonner le pouvoir à travers le langage d'agir sur notre machine et donc sur nos résultats, c'est ça? Tout à fait. Exactement. Et puis le constat, il est très simple, hein. Quand tu vas dans un magasin pour acheter n'importe quoi, même un petit thermomètre simple qui prend ta température, tu vas avoir un manuel avec qui t'est livré quelquefois de 30 pages et ça paraît normal à tout le monde. Mais le fait qu'on ait entre les deux oreilles, en fait, franchement, hein, l'ordinateur le plus puissant au monde, on n'a jamais reçu le manuel de fonctionnement de ce truc-là. Et ce qui fait qu'en fait, on apprend je dirais par dépit. On apprend vraiment par dépit parce que comme on ne sait pas comment ça fonctionne, l'exemple le plus vieux qui me revient, c'est quand à l'école, j'ai dû apprendre notamment une poésie.
Et je me souviens avoir demandé à l'instituteur comment je fais pour apprendre ça. Et il m'a regardé un peu avec des grands yeux. Il m'a fait, ben, tu l'apprends. Ok, imaginez qu'on fasse ça lorsque vous achetez un appareil, une tablette ou un téléphone et que bah, finalement il n'y a pas de manuel et quand vous demandez bah, comment je fais pour, je sais pas moi, pour regarder mes mails, il dit bah, tu regardes tes mails. Ça serait un petit peu embêtant quand même. Ben, c'est comme ça que ça marche avec nous, en fait, avec le cerveau, avec notre manière de fonctionner. Heureusement, les enfants, ils sont vraiment préprogrammés et tu peux leur donner la tablette et ils vont trouver, ils vont te donner la solution. Et heureusement, nous tous, on a été des enfants et à un moment donné, on a appris à utiliser ce cerveau d'une manière complètement Intuitive. intuitive. Mm. Ça a été, alors, de la même manière que les enfants apprennent à utiliser parce qu'ils n'ont pas peur, ils touchent tous les boutons, ils ont toutes les options. Par contre, il y a quelquefois des raccourcis, des meilleures façons de faire qu'on aurait bien voulu apprendre et c'est justement sur ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Ouais, donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est que la PNL, parce que les premières fois que personnellement j'ai entendu parler PNL, pour moi, j'étais resté sur le côté, oula, programmation neurolinguistique, c'est quoi? C'est un truc scientifique, ça a l'air hyper compliqué. J'ai vu le truc, on croise les bras, se dire qu'on n'est pas content, tout ça. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fin de compte, la PNL, c'est retourner dans son âme d'enfant pour retrouver en fin de compte les fonctionnements intuitifs qui fonctionnent de base. Et moi, j'aime bien la notion de normal n'est pas naturel, c'est se reconnecter à son mode de fonctionnement naturel, c'est ça? Ah, c'est totalement basé sur la notion de jeu, sur l'apprentissage par le plaisir. C'est complètement basé là-dessus, en fait. Et c'est quelque chose que, effectivement, les enfants savent faire de manière totalement naturelle et qu'on désapprend en réalité à un moment donné de notre vie. Et l'idée, là, c'est de revenir à ces mécanismes, à ces modes de fonctionnement qui fonctionnent et regarder tout simplement des exemples tout bêtes. Un enfant qui commence à apprendre à parler, qui apprend le langage à l'âge de 1 an ou déjà avant, vous vous rendez compte en fait qu'il n'a aucune notion de grammaire, mais arrivé à l'âge de 5 6 ans, il sait déjà très bien parler. Et à l'inverse, on se rend compte que bah, finalement, même pas à l'inverse, mais on va commencer à lui apprendre la grammaire une fois qu'il sait déjà parler couramment. Et pourtant, le réflexe adulte, le réflexe de l'enseignement, c'est de faire l'inverse. On va commencer par t'apprendre la grammaire, par t'apprendre tout plein de trucs de structure et qui font que, bah, comme moi, par exemple, j'ai passé 11 ans à apprendre l'allemand et au bout de 11 ans, j'étais incapable de sortir une phrase parce que c'est incompatible avec comment on fonctionne. Donc, on voit quelquefois même des évidences, des choses qu'on peut voir. Eh ben, l'être humain est tellement complexe qu'il est capable de complètement en faire fi. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à ces stratégies de base et de réapprendre finalement à fonctionner sur des choses complètement basiques où en fait on se rend compte que bah, on ne le fait pas de la bonne manière. Donc en fait, ouais, c'est ça, la PNL, c'est le Google traduction de ton cerveau, c'est le mode d'emploi de ton cerveau. Et vu qu'on est chacun différent, en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire bah, la PNL, tu as une stratégie, c'est comme ça. C'est en fait, c'est apprendre à se la réapproprier par rapport à qui on est, parce qu'on est la somme de tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Donc c'est de se dire voilà qui je suis au fond, j'en suis conscient et j'adapte mes stratégies en fonction de ça, parce que c'est les plus efficaces pour moi, c'est ça? Absolument. Et du coup, Michel, voilà, tu nous avais parlé aussi que tu avais été troisième au championnat du monde de mémorisation, de mind mapping, Lecture rapide. de lecture Lecture rapide. rapide. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu justement, parce que c'est un cas typiquement concret, parce que c'est un challenge que tu t'es lancé, pour le fun comme ça, d'expliquer un petit peu bah, comment tu as pu appliquer la PNL justement pour arriver à des états de troisième mondial, quoi. Ben, moi, je me suis amusé beaucoup avec parce qu'en fait, j'ai commencé dans ce milieu-là avec un burn-out. Moi, j'ai commencé quand j'étais dans cette entreprise où j'ai bossé pendant 13 ans. J'ai géré un énorme projet, 60 millions d'euros, près de 200 ingénieurs qui bossaient sur mon projet. Et ben, je me suis effondré à un moment donné, à la fin du projet. Donc, vraiment, je suis arrivé jusqu'au bout et je me suis effondré à la fin. Et le truc, c'est que j'ai entendu tout plein de qualificatifs qui n'étaient pas très agréables, comme légumes, comme je n'arriverai plus jamais à gérer mon stress, j'arriverai plus jamais à faire quoi que ce soit finalement dans ma vie. Et comme j'avais une petite trentaine, j'étais même un peu avant la trentaine, je me suis dit, c'est un petit peu dommage, quoi.
Donc, moi, mon objectif initial, c'était de revenir à mon état d'avant. Et en fait, ce que je ne m'attendais pas du tout, c'est que j'allais aller beaucoup plus loin que cet état d'avant. C'est pour ça que je me suis intéressé notamment à la PNL. Je suis allé contacter directement Richard Bandler à la source parce que je me dis, j'ai plus droit à l'erreur. Donc, je me suis dit, je vais aller directement à la base de tout ça. Je suis aussi allé voir Tony Buzan, justement, qui est l'inventeur du mind mapping. Et c'est pour ça que voilà, je me suis beaucoup investi aussi dans le domaine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, je me suis lancé plein de petits défis. Alors, ce qu'on appelle des petits défis, c'est des trucs que quelquefois certaines personnes vont passer une vie entière à accomplir. Moi, je me suis amusé, ce qu'on peut appeler des excellences. J'en ai réalisé une quinzaine. Et une d'entre elles, notamment, c'était les championnats du monde de lecture rapide, où, en fait, moi, j'étais mauvais lecteur. Et je me suis rendu compte que je n'aimais pas lire parce que ça me déclenchait des maux de tête, parce que je lisais lentement, parce qu'à la fin d'une première page, je me souvenais plus de rien. Et en fait, en réapprenant à lire, en l'espace de quelques mois, ça a été pour moi 2, 3 mois où j'ai réappris, on va dire, à lire, eh ben, je me suis retrouvé au championnat du monde de lecture rapide et puis j'ai gagné la 3e place. Donc, ce qui est pas mal, quoi, pas mal du tout. Et pour moi, ça a été vraiment un indicateur pour me dire que la première des choses, c'est déjà de s'occuper de soi-même. Et ça, c'est un truc qu'on dit toujours quand on donne des formations aussi, c'est qu'après la première formation, occupez-vous de vous, faites le ménage devant votre porte, balayez devant votre porte, parce que ça part de là, en fait. C'est là c'est de là que tout part, en réalité. Merci pour ce partage. Et si on revient un petit peu aux bases de la PNL, maintenant on commence vraiment à comprendre qu'est-ce que c'est, quel débouché il peut y avoir, c'est pour qui la PNL? Est-ce que c'est vraiment pour des personnes qui veulent, je sais pas moi, faire de l'accompagnement? Est-ce que c'est vraiment utile juste pour soi? Est-ce qu'il y a un cadre bien défini? Écoute, moi, je pense que la PNL devrait être enseignée à l'école. Je ne sais pas si l'école primaire ou secondaire, mais je n'ai pas encore décidé s'il fallait. Mais en tout cas, je pense que d'avoir les outils, de savoir comment gérer ses émotions, comment prendre des bonnes décisions, c'est quelque chose qui est pour tout le monde, vraiment, vraiment pour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais une discussion avec une élève qui veut développer justement la PNL pour les enfants et elle me posait la question, à partir de quel âge tu considères que la PNL peut être bénéfique? Quand j'ai commencé à utiliser la PNL, moi, je venais du monde des jeux vidéo. J'ai travaillé pour une compagnie de jeux vidéo où j'avais énormément de contacts avec les enfants. Et c'était mon domaine d'expertise. Et les premières personnes avec qui j'ai tenté tous les exercices, toute la courbe d'apprentissage, c'était justement avec les enfants. Et j'avais des résultats juste impressionnants parce qu'ils sont avides d'avoir des bonnes stratégies pour résoudre leurs problèmes. Et j'ai eu vraiment des résultats absolument fantastiques. Je pense aussi que c'est super important pour le monde de l'entreprise parce que ça aide à avoir une meilleure communication entre êtres humains. Et quand je parle entreprise, n'importe quelle chose peut être considérée comme une entreprise. Une relation peut être considérée comme une entreprise avec couple, avec amis, avec peu importe, n'importe quelle relation, c'est une entreprise. Et je pense dans ce cas-là que la PNL est ouverte à tout. Quel est ton avis? Moi, je l'ai utilisé un petit peu partout aussi. Je l'utilise alors déjà pas avec des particuliers, je dirais. Je l'ai utilisé beaucoup dans des écoles puisque j'ai la chance de pouvoir enseigner dans quelques grandes écoles en France, aussi comme la faculté de sciences de l'éducation en Roumanie, à Cluj.
Donc, dans ces milieux-là, c'est extrêmement utile. J'ai eu la chance aussi de pouvoir interviewer le ministre de l'Éducation de Malaisie, qui a pleinement intégré aussi la PNL, puisque tout le cabinet s'était formé à la PNL. On était d'ailleurs en formation avec eux aux États-Unis. Il y avait le ministre, il y avait son secrétaire d'État, il y avait Tout son entourage. Tout son entourage était là, ils se sont formés. Et pour eux, ça faisait partie vraiment de la stratégie d'avancée et d'évolution du ministère. Alors, on sait que la Malaisie avait de grands problèmes, de grandes lacunes au niveau éducation. Et ils sont, en quelques années, ils ont monté les classements à toute vitesse. Ils ont complètement explosé la France par rapport aux résultats. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient leur voisin Singapour qui était très bon. Et puis, il y avait bien sûr des jalousies entre les deux pays. Et en fait, leur stratégie, ça a été de se former Busan, donc tout le cabinet a été formé au mind mapping, et de se former à la PNL. Donc là aussi, grande utilisation. Et puis, ouais, ça serait même dur pour moi de voir un exemple d'application où finalement il n'y aurait pas d'utilité à s'intéresser à ça, puisque c'est la communication et c'est les stratégies, quoi. Je pense quand même qu'il y a un prérequis. Il faut que tu aies un cerveau. Ah, ouais. Bon, normalement, c'est un organe où on est tous dotés de celui-ci à la naissance, hein. Tous. Alors, je pense que tant que tu as un cerveau, la PNL, ça va être pour toi. Si tu as ce prérequis, tu n'as même pas besoin de savoir t'en servir. Si tu as un cerveau, la PNL, c'est pour toi. Et peut-être un dernier truc, c'est que là, justement, notamment, en Suisse, il y a tout un système parce que je suis en Suisse, là on est en Suisse, il y a tout un système de formation continue pour le personnel médical en psychiatrie. Et là, depuis 3 ans, en fait, c'est moi qui suis le formateur en gestion du stress et des émotions pour les psychiatres et le personnel médical en psychiatrie au niveau de la Suisse. Et c'est intéressant parce que moi, je n'ai aucun background médical. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin. Par contre, effectivement, ce qui les intéresse, c'est d'avoir une vision stratégique des émotions. Une vision, en fait, finalement, rationnelle et puis qui plaît énormément, en fait. Ouais. Alors justement, j'allais y venir parce que depuis tout à l'heure, vous donnez des exemples. Alors juste, j'ai vu qu'il y a Géraldine qui allait avoir une question aussi. Oui, J'ai vu oui. que vous donnez des exemples. Est-ce que vous pourriez dire en quoi, alors comment par exemple, comment vous utilisez concrètement la PNL dans certains cas et quelles différences notables ça apporte? On a parlé résultats, mais en amont, comment ça se traduit tout ça? Alors, on peut peut-être donner un exemple au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, en fait, l'idée, ce qu'il faut comprendre de la PNL, c'est que ce n'est pas une boîte à outils de technique. En fait, c'est une manière de prendre du recul, d'observer ce qui marche, d'observer ce qui ne marche pas et de se focaliser sur ce qui marche. Par exemple, quand on travaille avec des enfants, parce que je monte également des écoles expérimentales en Roumanie, où on travaille avec des enfants qui ont des profils un petit peu particuliers, comme des profils dyslexiques ou autres. Et ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, quand tu as un enfant qui a un problème qu'on appelle la dyslexie, on le considère malade. Et en fait, ce point de vue-là a vraiment une répercussion, pas seulement sur lui, mais aussi sur son entourage. C'est-à-dire que l'enfant, il va prétexter beaucoup de choses au travers de ce problème-là. Et puis, l'entourage aussi va fonctionner d'une manière très différente avec lui. Ce qui est intéressant quand on travaille avec la PNL, justement, c'est de reformuler le problème. Et en fait, la manière qu'on a de le reformuler, c'est déjà de lui montrer qu'il a des capacités de lecture énormes. C'est-à-dire qu'un enfant comme ça, si tu lui montres des phrases avec des mots dont les lettres sont inversées, avec juste la première et la dernière qui est bonne, mais les lettres au milieu qui sont inversées, il a une facilité déconcertante à lire le truc. On pourrait se dire, c'est quand même bizarre, parce qu'il a un problème de lecture. Et en réalité, tu te rends compte que finalement, si tu prends du recul, tu te rends compte que cet enfant-là, c'est pas qu'il a un problème, c'est qu'il utilise une stratégie trop compliquée pour un problème trop simple. La lecture à la base et l'écriture, c'est facile. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont une représentation visuelle des mots. Par exemple, assistant, on voit le A, 2S, I, S, T, A, N, T. On voit très bien qu'il y a les 2S. On le voit et on le ressent. C'est-à-dire, si tu vois le mot écrit correctement ou si tu vois le mot écrit de manière erronée, certaines personnes ont même un ressenti physique de « Ah non, ça n'a pas l'air d'être la deuxième orthographe ».
Et en fait, un enfant qui fonctionne en mode dyslexique va fonctionner beaucoup plus de manière auditive. Alors, ça fait que dans une langue comme le français, où effectivement on n'a pas une lettre pour un son pour une lettre, ça va poser problème. Si on va en Roumanie, par exemple, où il y a un son pour une lettre, une lettre pour un son, les problèmes de dyslexie sont quasi inexistants. En fac de psycho, il y avait certaines personnes qui étaient en deuxième année de licence qui ne savaient même pas ce que c'était que la dyslexie. Donc, on se rend compte que le fait de reformuler ces problèmes et de lui expliquer qu'en fait, il a des stratégies trop complexes, il faut qu'il arrête de se casser la tête. Mais d'un coup, ça baisse la pression à fond. Ça baisse tellement la pression qu'à un moment donné, on se rend compte que même dans le domaine de la lecture rapide, quand on donne des formations de lecture rapide, en fait, ils ont une capacité de progrès qui est encore nettement supérieure aux personnes qui ne sont pas dyslexiques. Pourquoi? Parce que justement, leurs stratégies étaient déjà tellement complexes que quand on leur donne une manière plus simple d'être plus efficace, ça marche relativement bien, quoi. Je ne vais pas dire que c'est la panacée, mais ça marche vraiment très bien. Donc la PNL, en fait, quand tu fais de la PNL, on va dire, si on peut le dire comme ça, c'est tu as cette capacité du coup avec un regard nouveau et également d'entendre, une autre façon de voir et d'entendre qui va te permettre de prendre du recul pour tout de suite, de façon chirurgicale, savoir discerner le problème et ensuite avoir cette faculté grâce au langage, parce que programmation neuro-linguistique, c'est de la linguistique, à travers le langage aussi, de pouvoir amener la personne à avoir des prises de conscience et puis de l'amener sur les bons changements, aux beaux endroits, au bon moment, avec quelque chose qui est respectueux pour elle, c'est ça? Ouais. Ouais, parce que le langage, finalement, tu te rends compte qu'il peut tuer au même titre qu'il peut sauver. Et c'est pour ça que quand tu as des parents qui, souvent, avec les meilleures intentions, disent à leur enfant, t'es vraiment nul, faut vraiment que tu fasses des efforts, t'es un bon à rien, souvent, ils le font. Aucun parent n'a envie d'avoir un enfant nul. Il faut bien le comprendre. Donc, à la base, quand ils font ça, c'est vraiment dans l'idée, dans l'envie de le motiver. Et c'est vrai que certains enfants, ça marche. Il y a certains qui ont fait des grandes choses, qui ont construit des empires, tout ça parce que justement, ils disent, parce que quand j'étais gamin, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais nul et je voulais leur prouver que c'est pas vrai. Mais le problème, c'est que cette portion d'enfants qui arrivent à avoir cette résilience et cette capacité d'adaptation, elle est assez infime. Et la plupart des enfants, ça va avoir l'effet inverse. Donc l'idée ici de se servir du langage, c'est de comprendre l'impact des mots sur l'autre et de se rendre compte que finalement, c'est pas tant ce que je dis qui va compter, mais c'est comment la personne en face le reçoit. Et ça, c'est un des fondements de la PNL, c'est que finalement, la signification de ma communication, véritablement, c'est quoi? C'est la réponse que j'obtiens en face. Et c'est là que je sais dire, est-ce que j'ai communiqué convenablement ou pas? Alors, cet exemple des parents, je pense il est très parlant et on peut le voir partout. En entreprise, c'est pareil. Hein, si vous travaillez en entreprise, regardez si par exemple votre chef, votre hiérarchique, comment il vous parle. Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Et il y a plein de fois où on se dit, mais comment il me parle, quoi? Et là, on se rend compte qu'il y a un véritable problème de communication. Ouais, alors, on avait Géraldine qui avait une question aussi tout à l'heure. Oui, c'est parce que je voulais rebondir un petit peu sur l'histoire de la psychiatrie, là, parce que je me souviens que moi, quand j'ai commencé à parler de la PNL en 2010, tout de suite, ça a été pris comme des outils de manipulation et qu'il ne fallait surtout pas utiliser la PNL parce que voilà, on allait pouvoir manipuler les gens et leur faire dire n'importe quoi. Et justement, je voulais, Michel et Nathalie, que vous puissiez un petit peu nous donner des arguments pour pouvoir répondre un petit peu à cette réflexion, parce que je l'entends encore de temps en temps, comme quoi la PNL, c'est un outil de manipulation. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à tous ces gens? Vas-y. Mais d'abord, il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par manipulation. Parce que le mot manipulation, la seule chose la seule signification, c'est prendre un objet avec la main et le mener à un autre endroit. On le manipule avec la main. Ou tu as un problème de dos, tu vas chez le chiroprate et il va te manipuler pour, avec la main, mettre les choses à la bonne place. Si on part de ce principe de faire quelque chose pour améliorer,
je ne considère pas la manipulation comme une mauvaise chose. Le problème, c'est que le sens de manipulation, c'est faire quelque chose en dépit de l'intention contraire de l'autre. Dans ce cas-là, évidemment, nous sommes en train de faire quelque chose à l'issue à l'insu de l'autre. Je m'excuse, je suis franco-mexicaine. Jusqu'à il y a 3 ans, je ne pratiquais pas le français. Je l'ai appris au lycée, mais alors ça va de mieux en mieux. Le truc, c'est que nous préférons parler de persuasion au lieu d'utiliser le mot manipulation, qui en soi n'a rien de mauvais. Malheureusement, ça a une mauvaise connotation, mais on parle de persuasion. Pourquoi? Parce que c'est montrer le chemin, le bon chemin à la personne. Nous ne pouvons pas faire quelque chose à n'importe qui aille en contre de ses valeurs, qui aille en contre de sa structure profonde. Si je te persuade d'aller vers une direction où tu ne veux pas aller, en réalité, c'est tellement impossible. Je voyais il y a quelques jours un reportage, c'est tout un programme qu'a fait Derren Brown. Derren Brown, c'est un mentaliste. Un mentaliste qui, à la base, il a commencé comme hypnotiste. Et en fait, il voulait persuader quelqu'un de faire quelque chose malgré lui. Et finalement, cette personne, à un moment donné, elle a dit non, je ne le fais pas. Il allait de plus en plus loin et de plus en plus loin, il adhérait, mais il y a eu un moment où ça allait à l'encontre de ses valeurs. Et là, il s'est arrêté net. Il a dit non. Alors, nous pouvons persuader, bien sûr, et finalement, il faut comprendre qu'on se persuade tous, entre tous. On ne peut pas ne pas s'influencer. On a une influence dès le matin quand tu décides comment tu vas t'habiller. C'est un message que tu es en train d'envoyer à l'extérieur qui va influencer, ça va avoir une certaine influence avec les personnes que tu vas rencontrer. Quand on sourit à quelqu'un dans la rue, déjà là, tu es en train de le manipuler pour qu'il te sourie en échange. Après, la personne peut adhérer ou pas avec ton sourire, mais nous ne pouvons pas ne pas influencer notre entourage. Quelque chose de très important, c'est de prendre conscience que tu es en train finalement d'influencer ton entourage et de le faire avec respect de l'autre. Et je pense que ce concept-là, on l'a au cœur de la programmation neurolinguistique. Alors, bien sûr, on va apporter une influence parce que si toi, tout seul, tu pouvais trouver les résultats, tu n'aurais peut-être pas besoin d'une meilleure stratégie. Si tu es en train de chercher une meilleure stratégie, c'est justement parce que tu as besoin d'un regard extérieur qui te donne des pistes sur comment toi tu fonctionnes. Dans ce cas-là, c'est de l'influence. Est-ce que tu Moi, peut-être juste pour ajouter deux petites choses, c'est qu'effectivement, cette question de savoir si c'est un outil de manipulation, je dis bien sûr, tout comme le couteau est un outil, est une arme blanche. La question, c'est pas l'outil, c'est la personne qui s'en sert. Et c'est pour ça que je dis, quand les gens disent oui, c'est dangereux d'apprendre tout ça aux gens parce qu'après ils savent manipuler, c'est les mêmes questions qu'on se posait il y a quelques siècles quand il s'agissait de savoir est-ce qu'il faut généraliser l'éducation pour tout le monde. Et au début, il y avait des arguments comme ça de dire mais non, si on éduque tout le monde, la connaissance va devenir dangereuse en fait finalement pour l'humanité. Alors on sait que c'est pas du tout ça en fait, c'est pas du tout la réalité. Aujourd'hui, le truc c'est qu'on vit dans un monde où on est
totalement manipulé, que ce soit par la pub, par les médias, par tout ça. Et c'est sûr que d'un côté, il y a certaines personnes que ça peut arranger que les gens ne soient pas conscients de ça. Et le problème, c'est que là, effectivement, bah, quand tu travailles avec de la PNL, par exemple, tu vas beaucoup plus facilement voir ces éléments de manipulation. Et pour moi, c'est indispensable justement que tout le monde soit conscient de tout ça, parce que s'il y a une seule manière de se protéger de quelque chose, c'est de comprendre comment ça marche. Je ne peux pas me protéger d'une maladie, par exemple, sans comprendre comment elle fonctionne. C'est pour ça que l'espérance de vie était très basse il y a quelques siècles, parce qu'on ne savait pas que l'hygiène était importante pour la santé. Résultat, comme on ne le comprenait pas, bah, les gens ne se lavaient pas, ils tombaient malades, ils mouraient, et puis on se disait, bah voilà, c'est pas de chance, c'est juste pas de chance. Maintenant qu'on le sait, bah, on voit qu'effectivement, l'espérance de vie a énormément monté, et plus on comprend les choses, plus on arrive en fait à les faire et à les utiliser intelligemment. Ouais, merci, c'est super intéressant et ça apporte des éléments vraiment, vraiment concrets justement sur la PNL parce qu'on parle souvent de la PNL, on dit mais donnez-nous des outils concrètement, comment ça, etc. Mais en fait, tout se résout à une attitude et à savoir le percevoir justement et c'est ça la subtilité de l'outil et c'est ça qui fait que c'est efficace en fin de compte, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ouais, Ouais. exactement. En Alors, fait, l'outil, c'est vraiment secondaire. L'outil, c'est la cerise sur le gâteau. Et quelquefois, on se focalise sur la cerise, alors que finalement, le gâteau, il n'est même pas là, en fait. Ouais. ouais. Et en plus, c'est redécortiquer des fonctionnements que l'on a de manière courante, mais qu'on fait de façon inconsciente. En fait, c'est d'avoir cette capacité de remettre en conscience tout ça et de savoir agir à quel endroit, à quel moment pour avoir l'effet escompté ou simplement changer la réaction qu'on va avoir en face de nous ou notre propre réaction par rapport à un événement extérieur, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Alors justement, je pense qu'on voulait proposer un petit peu à tout le monde là de pouvoir un peu s'exprimer sur le sujet ou du moins avoir des cas concrets par rapport à leur profession. Nous, ce qu'on vous invite à faire, là, tous ceux qui regardent cette conférence, c'est de mettre votre profession dans le chat et peut-être éventuellement, si vous avez une difficulté, de la mentionner pour justement voir le regard de Michel et Nathalie par rapport à ça et pour vous expliquer concrètement, si ce n'est pas forcément par rapport à un outil, parce que vous l'avez compris, c'est une attitude avec des mécanismes qu'on peut utiliser, mais on ne va pas vous dire ce symptôme-là, tel médicament. Non, il y a un ensemble de facteurs. Mais mettez dans le chat votre profession et puis si vous rencontrez des difficultés par rapport à votre travail, qu'ils puissent apporter leur regard là-dessus. Et pendant que vous faites ça, moi, j'aimerais bien vous poser une question qui peut paraître peut-être toute simple, mais c'est sur notre quotidien. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça apporte la PNL? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut changer? Enfin, en quoi ça fait la différence? Alors, pour moi, en fait, ça fait justement toute la différence. Dans le sens où avant que je prenne conscience un petit peu de mes fonctionnements internes, j'étais assez victime de ces fonctionnements-là. Par exemple, quand il m'arrivait une crasse au travail, eh ben, en fait, je gardais tout ça avec moi, je le portais avec moi, je ressassais ce truc-là, et je ne me rendais pas compte que chaque fois que je ressassais les problèmes, ça venait simplement les amplifier et les densifier à l'intérieur de moi. Donc, pour moi, rien que ça, rien que le fait de comprendre l'impact de mes propres pensées, c'est-à-dire de ma manière de me parler, de me rendre compte que je peux avoir le contrôle là-dessus. Parce qu'il y a des moments, en fait, j'entends souvent des personnes qui me disent, oui, j'ai cette petite voix à l'intérieur qui me dit, un peu comme si c'était une tierce personne, un peu comme si on était dans un remake de L'Exorciste, alors qu'en réalité, c'est pas qu'on ne contrôle pas ce truc-là, c'est qu'on n'a jamais pris conscience qu'on était capable de le contrôler. Exactement, imaginez, vous êtes par exemple sur une route caillouteuse au volant d'une voiture et lâchez le volant. Donc vous roulez, mais vous lâchez le volant. Vous allez voir le volant qui va bouger comme ça à toute vitesse. Et en fait, on est habitué depuis qu'on est gamin à fonctionner un petit peu comme ça en roue libre. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est l'environnement qui va définir comment en fait on va se comporter. Si en fait c'est plat, ça va aller tout droit. Dès qu'il commence à avoir des bosses, ça va commencer à partir de travers. Mais on ne se rend pas compte que finalement, en mettant les mains sur le volant, on peut reprendre le contrôle de tout ça. Et il s'agit de ça, il s'agit d'apprendre à, à retrouver finalement la possession de mes flux de pensée, en fait, de ma manière de réfléchir. Et ça, ça s'apprend relativement facilement, en fait. Ok.
Alors, on a plusieurs personnes justement qui nous mettent un petit peu leur job. Alors, on voit par exemple, j'ai vu diététicien, j'ai vu infirmier, j'ai vu, je crois, diététicien. Est-ce que vous pourriez donner, bah, alors, du coup, j'avais demandé les problématiques, on ne les a pas, mais bon, je pense qu'on peut déjà en deviner quelques-unes. Est-ce que vous pourriez expliquer est-ce que vous pourriez expliquer concrètement comment la PNL pourrait s'appliquer dans ces professions-là et peut-être donner voilà, à ces personnes une clé ou des éléments qui pourraient faire toute la différence, aussi simple soit-il, grâce à la PNL, justement. J'ai vu passer dans le chat plusieurs mamans premier job. Alors, je vais rebondir sur ça et Ouais. après, je te laisserai rebondir sur les autres. Parce que ça, maman, moi aussi, je suis maman premier job. Et je pense qu'un des outils les plus magnifiques qui m'ont permis véritablement de gérer tout plein de situations, parce qu'en étant maman, tu as des moments de stress. Là, j'ai mon frère qui vient d'avoir un bébé et je discutais tout à l'heure avec lui qui est là. Ah, qu'est-ce que je fais? Il est en train de pleurer. Je pense que dès le plus jeune âge, tu commences à conditionner les enfants par rapport à ton sourire, par rapport à les réponses que tu donnes, par rapport à la sécurité que tu as. Il y a concrètement, nous donnons un exemple. Et il y a un petit exercice qu'on peut faire, que j'aime bien faire quelquefois en formation. Alors, ceux qui ont la caméra, suivez-moi et répétez en silence, mais avec vous, répétez, OK, là, je touche ma tête, je touche mon nez, je touche mon menton, je touche mon coude, je touche mon nez. OK. Gardez la main là où elle est. Et qui d'entre vous, j'ai vu certains d'entre vous tricher, qui ont passé la main vite. Pourquoi? Parce que normalement, on fait ce qu'on nous montre, on ne fait pas ce qu'on nous dit. Vous pouvez enlever la main. Le truc, c'est que, par exemple, un enfant qui t'entend au téléphone, tu dis ouais, en fait, je peux pas y aller parce que je suis malade. Tu raccroches et l'enfant te demande, tu es malade, maman? Non, j'ai dit ça simplement pour ne pas aller là où à la réunion familiale ou je ne sais pas. Et tout d'un coup, tu viens d'enseigner à ton enfant à mentir. Parce que, non, toi, tu ne peux pas dire de mensonge, mais moi, parent, je peux. Ou quelquefois, nous sommes peut-être dans un mauvais état psychologique, peut-être on est fâché ou peut-être il y a quelque chose qui nous est arrivé au travail et on arrive chez nous, l'enfant, maman, comment ça va? Très bien, mon enfant. Et le message qu'on est en train d'envoyer, c'est un message qui n'est pas congruent avec ce qu'on est en train de projeter en fait. Et l'enfant il nous lit, il nous calibre, il se rend compte que c'est pas exactement ce qu'on est en train de transmettre, qu'il y a un bug en fait entre l'image qu'on est en train de transmettre, ce qu'on est en train de montrer et ce qu'on est en train de dire. Et à ce moment-là, il y a toute une codification qui se met en place qui en fait n'est pas la bonne. Alors moi, en tant que maman, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas parfaite, loin d'être parfaite. Mais il y a des moments où je peux m'énerver, et ça peut m'arriver souvent. Et à ces moments, je suis très, très claire pour transmettre qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Hier, par exemple, il y a eu un truc qui m'a mis de mauvaise humeur. Mon fils est arrivé, ça va maman, je suis de mauvaise humeur, c'est par rapport à moi? Non? Ah, ok. Et immédiatement, il était totalement normal
quand j'ai réglé la situation, tout allait parfaitement parce que j'ai exercé depuis le plus jeune âge une communication très, très claire pour ne pas biaiser les informations que je suis en train de donner. De la même manière, quand mon fils, par exemple, a des doutes sur lui, et il dit, en fait, c'est lui tout seul qui, de temps en temps, se dit, parce qu'il l'a entendu à l'école, en fait, je suis nul. Ah, immédiatement, je rebondis pour corriger le tir, pour dire, non, attends, le fait que tu n'y arrives pas encore, et c'est là où on utilise le langage d'une manière magnifique. Alors, est-ce que c'est de la manipulation? Non, parce que je crois véritablement que s'il continue de s'exercer, et c'est la même histoire pour tout le monde, si tu continues de faire avec la meilleure intention, avec la régularité, la rigorosité, tu vas avoir la rigueur, tu vas avoir un bon résultat. Et je suis persuadée de ça. Et ce n'est pas que par rapport aux enfants, c'est par rapport à tout le monde. C'est en fonction des croyances que tu as, tu développes des nouvelles capacités. Alors, en tant que maman, et là, pour donner un exemple, mais c'est en fait pour tout le monde, si tu exerces le muscle de croire que c'est possible, de croire que tu en as le droit, que tu le mérites, que tu peux arriver, ça va créer cette musculature de vraiment aller de l'avant. Alors ça, je pense, c'est un cas concret que j'utilise absolument tous les jours. Et... Je vois qu'il y en a qui travaillent en centre hospitalier ou infirmier. Là j'ai un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps quand j'étais parti faire un test antigénique. Et en fait, c'était la première fois de ma vie que je faisais un test antigénique parce qu'en fait, en Suisse, on a été très épargné par le Covid. Et je suis allé pour le test. Et première des choses que me dit cette charmante jeune fille qui l'a fait en toute bonne foi, elle me dit « Attention, ça va faire mal ». Et dès qu'elle m'a dit ça, je l'ai juste arrêté un instant. Je lui ai dit « Excusez-moi, moi, je ne suis pas médecin, mais est-ce que vous pourriez me dire quel va être l'impact de ces mots sur ma physiologie? Qu'est-ce qui va se passer en moi au moment où vous me dites « Attention, ça va faire mal ». Et elle était toute étonnée de la question. J'ai dit « Il va se passer quoi concrètement ?» Et là, elle m'a dit « Il est probable que vous allez vous tendre ou vous contracter. » Et ok, d'accord. Si pendant que vous m'enfoncez ce truc dans le nez, je me contracte, qu'est-ce que ça va faire? Et là, elle me dit, ça va augmenter la douleur. Je dis, ah, ok, d'accord. C'est pas le but recherché apparemment, non? Elle dit, ah non, non, pas vraiment, effectivement. Elle dit, oui, mais je dois vous prévenir. Je dis, ok, d'accord. Vous devez me prévenir, c'est une chose. La question, c'est comment prévenir? Et moi, ce que je lui ai suggéré, c'est tout simplement de dire, voilà, juste après qu'il y aura un tout petit moment un peu légèrement désagréable, vous sentirez plus rien. Formuler juste comme ça, c'est-à-dire effectivement de transformer le ça va faire mal à un petit moment désagréable, qui en plus va durer très peu de temps dans le temps, là, effectivement, la réaction du corps va être totalement différente. Et ça, effectivement, on peut le généraliser dans plein d'aspects en fait, du monde médical, surtout dans tout ce qui va être justement prise en charge de la douleur. Je travaille beaucoup avec un collègue qui est formateur justement dans tout ce qui va être hypnoanalgésie, hypnoanesthésie. Et là, c'est fondamental. Je veux dire, les mots, ils sont primordiaux pour déterminer la manière avec laquelle on va ressentir même la douleur, quoi. On se dit, c'est physique la douleur, et pourtant, regardez un enfant qui va tomber, qui va se faire mal par terre. Si d'un coup, il regarde ses parents et il voit les deux parents qui font « Ouh là 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 là, aïe, 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 ça doit faire mal ça », il va se mettre à pleurer tout de suite. Si par contre, d'un coup, quand il se retourne, il voit ses parents qui sourient et qui disent « Ah, t'as fait bam là », et d'un coup, l'enfant, il va se mettre à rire. C'est le même signal physique de douleur, la même chose, la même brûlure, la même égratignure, mais dans un cas, il va se mettre à pleurer, dans l'autre cas, il va se mettre à rire. Qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour l'enfant?
bah, à chacun de décider, mais moi, je pense que je préfère que l'enfant rigole. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que en étant formé à la PNL, on a cette façon de détecter les éléments de langage qui vont faire la différence, ce qui fait que pour nous, on va être aussi en capacité de mesurer nos mots pour obtenir un résultat en face qui va être dans l'influence positive, sans être dans la manipulation, mais c'est de conditionner, entre guillemets, la réaction que pourra avoir la personne au lieu de dire attention, tu vas tomber, tu vas faire mal. Ça pourrait être, bah, je ne sais pas, tu sais qu'il faut, enfin, voilà, attention, enfin, si tu fais ça, Fais tu sais que c'est attention, bon. tout simplement. Fais attention, tout simplement. Et exemple, parce qu'il y en a qui travaillent aussi dans l'entreprise, en production. Bah, qu'est-ce que j'ai fait à Peugeot? Un truc qui était très sympa quand je travaillais là-bas, c'est que moi, j'avais mes bureaux informatiques dans une usine et j'avais appris qu'il y avait 3 à 4 accidents par an sur une machine où en fait les gens mettaient leurs mains et puis bah, voilà, ils y perdaient une phalange ou quoi. Mon père, d'ailleurs, avait perdu un doigt dans une machine comme ça. Et je me suis dit, c'est quand même curieux, je suis descendu à l'usine et sur la machine, il y avait ne surtout pas s'approcher de la machine pendant qu'elle est en marche. C'était le panneau rouge qui était affiché, ne surtout pas s'approcher de la machine pendant qu'elle est en marche. Et ce qui se passe, en fait, c'est que notre cerveau interprète le langage par mots-clés. Et les mots-clés qui reviennent le plus, c'est s'approcher, machine, en marche. On peut dire ce qu'on veut, c'est une faiblesse d'interprétation du langage. Et ça, je l'ai compris avec l'intelligence artificielle, avec les ordinateurs qui sont capables de comprendre le langage, c'est que la première interprétation, ça va être les mots-clés principaux. Et il s'en fait une représentation. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Sur le coup, le cerveau va tout simplement ne pas voir la négation. Il va la voir plus tard, mais c'est trop tard à ce moment-là. Et ce que j'ai suggéré, en fait, à Peugeot, ça a été de transformer ce panneau et de le remplacer par un grand stop et avec marqué en dessous, tenez-vous éloigné de la machine lorsqu'elle est en marche. Mais la première instruction, c'est stop. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens voient ça? Automatiquement, ils s'arrêtent, quel que soit ce qu'ils étaient sur le point de faire. Et à ce moment-là, quand on fait ça, il se passe quoi? On redonne du pouvoir au rationnel. Et là, le rationnel, il se dit, ah bah oui, effectivement, elle est en marche, faut pas que je m'en approche. Donc, c'est tout bête, c'est des mots, mais c'est des mots qui sauvent des doigts, quoi, on va dire. Et à Peugeot, effectivement, sur les 2 années suivantes, il n'y a pas eu d'accident sur ces machines. Donc, imaginez 3 personnes par an qui perdent un doigt ou une phalange, ça change une vie, en fait. Ça peut détruire une vie chez certaines personnes. Si en plus c'est quelqu'un qui était, je sais pas, musicien, en plus à ses heures perdues, bah, c'est toute sa vie, sa passion, en fait, qui tombe à l'eau. Bah, quand vous vous rendez compte que juste changer un mot peut éviter 3 à 4 accidents comme ça par an, ça vaut la peine de s'y intéresser. Ouais. Alors juste, j'ai vu dans le chat qu'il y a une personne et il y en avait une autre qui avait peut-être encore pas tout à fait compris qu'est-ce que c'était la PNL. S'il y en a pour qui également c'est le cas, peut-être revenir à la base de la base pour bien qu'on soit sur la même ligne de communication justement pour la suite. Est-ce que vous pourriez dire en quoi dans le chat vous n'auriez pas éventuellement compris la PNL et peut-être qu'on puisse réaborder les choses encore sous un autre angle Ouais. pour qu'on puisse être bien certain que vous ayez bien compris ce que c'est. Alors, Alors c'est normal, hein, c'est normal parce qu'en fait, c'est un champ très large. C'est justement un champ très large, volontairement très large, pour lui donner énormément de possibilités. On va dire globalement, si on devait définir ce que c'est apprendre à gérer son langage. Pas seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Parce que les plus gros problèmes qu'on rencontre dans la vie, bien souvent, malheureusement, c'est la manière qu'on a de nous parler à nous-mêmes. Et ça, souvent, c'est comme ça que naissent les déprimes, c'est comme ça que naissent même beaucoup de dépressions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre dans ces cercles vicieux de pensées négatives, en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est délétère. On le voit de l'extérieur quand on voit des parents qui répètent à un enfant qu'il est à moins que rien. Effectivement, assez rapidement, l'enfant va commencer à fonctionner comme un moins que rien. Et on le voit en fait de l'extérieur, mais on se croit protégé. C'est comme la pub en fait. On se dit, oui, bon, on dit que la pub c'est manipulatoire, mais moi ça va, moi ça me touche pas. Et ce qu'on sait en fait de la recherche et puis des études qui ont été faites là-dessus, c'est que plus on se croit protégé par la pub, plus en fait en réalité on est impacté par elle. Et là c'est pareil, plus on se croit inoculé à notre manière de nous parler à nous-mêmes, bien souvent, plus en fait on est victime de notre propre manière de nous parler.
Donc, pour moi, si je devais résumer la PNL, au-delà de tout l'aspect technique et autres, ça va être reprendre, on va dire, redonner ces lettres de noblesse à la communication, à la manière de parler, pour pouvoir améliorer mon interaction avec les autres et surtout avec moi-même. Moi, c'est comme ça que je le verrais, en tout cas. Et pour citer Bandler dans la dernière phrase qu'il utilise pour faire comprendre la PNL, c'est si tu changes la manière dans laquelle tu penses, tu changes la manière avec laquelle tu ressens et donc tu changes ce que tu peux faire. Je pense que c'est un super résumé de ce que nous apporte la programmation neurolinguistique. Alors, quelquefois, on peut inverser le fait de est-ce que je peux d'abord changer la manière dans laquelle je ressens et donc je change la manière dans laquelle je me parle ou je dis les choses, mais réfléchissez un moment. Est-ce que c'est d'abord le sentiment qui arrive ou est-ce que c'est d'abord le langage, ce que je me dis, qui va me faire ressentir quelque chose? Bien souvent, c'est l'interprétation que j'ai, donc ce dialogue interne, qui va donner une signification à cette émotion que je ressens. Si je change cette émotion, je vais changer ma capacité de prendre des décisions, ma capacité d'interagir avec l'extérieur, avec le monde. Et je crois véritablement que, comme tu viens de dire, de redonner la puissance aux mots. En PNL, on travaille énormément par rapport à la responsabilité. Devenir responsable de ce que tu penses. Souvent, on croit que cette machine, elle fonctionne sans notre volonté, parce que je n'y peux rien. Il y a les idées qui me viennent. Si tu peux filtrer, tu peux dire justement stop et aller dans une direction qui soit bien meilleure et beaucoup plus utile pour toi. Oui. Alors J'aime bien. concrètement, Nathalie Ouais. et Michel, pour des gens qui veulent se former en PNL, par exemple, si on pense aux soignants ou aux gens là, qui managent un peu des gens là, dans les professions qu'on voit là dans le chat, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont apprendre pendant la formation qui va leur servir dans leur métier? Alors, ça va être énormément des attitudes. En fait, la PNL a très souvent été mal comprise comme étant un ensemble d'outils, comme une boîte à outils. C'est pas ça fondamentalement. Fondamentalement, c'est des attitudes, c'est une manière d'être. Et c'est pour ça, en fait, le vrai travail se fait après la formation. C'est là, effectivement, qu'on met en application, qu'on construit, en fait, tout ça. Et ce qui va être appris, c'est essentiellement de quelle manière on peut améliorer notre manière de fonctionner à l'intérieur. D'accord? Et après, il s'agit de l'utiliser, en fait. Hein. C'est comme tout, tu peux aller faire le meilleur cours de cuisine. C'est pas pour autant que tu auras tous les jours un super plat somptueux qui va apparaître sur ta table. Il faut après, effectivement, mettre en application. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, du fait que c'est un domaine qui a un impact énorme sur soi et sur les autres, c'est passionnant après à mettre en application. Et c'est vrai au travail, c'est vrai également on va dire, dans tout ce qui est relations personnelles, relations familiales, ça change complètement la donne, en fait. Donc, c'est ces attitudes-là, en fait, qu'on cherche à intégrer, à vraiment développer. Là, on vient de finir une session de formation de 8 jours. Et à chaque fois, c'est le même truc, c'est de dire ça change la vie, c'est une vision complètement différente des choses, une vision complètement différente de ce qu'on peut faire en réalité. Et je pense que à partir du moment où on arrive à fonctionner d'une meilleure manière, déjà soi-même, vis-à-vis de soi-même, c'est tellement plus agréable en fait de fonctionner vis-à-vis des autres. Et en entreprise, quand je vois justement des personnes qui travaillent dans des équipes, qui sont responsables d'équipe ou qui sont dans une équipe,
l'impact que ça a après sur leur manière de travailler avec les autres, il est juste impressionnant. Parce que on n'est plus en réaction, mais on est vraiment beaucoup plus proactif dans la manière de fonctionner avec les gens. Du coup, pour la gestion des conflits, c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Pour la gestion des conflits, c'est vraiment l'idéal. C'est pour ça que les ministères s'y intéressent. C'est pour ça que on forme aussi des armées. On ne peut pas dire lesquelles parce que c'est pas, on ne peut pas communiquer trop là-dessus. Mais des armées, des généraux de l'armée, des chefs d'entreprise. C'est vraiment toutes les personnes pour qui la communication et la relation va avoir une importance particulière. Oui, parce que souvent en entreprise, enfin surtout particulièrement en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de salariés qui sont en souffrance et souvent dans leur discours, c'est vraiment le manque de communication ou la mauvaise communication entre les salariés et les managers qui fait qu'il y a des problèmes, quoi. Ouais. Et c'est un petit peu dommage parce que si tout le monde pouvait être informé à quelques bases, ça changerait vraiment la donne. Ouais. Absolument. Et ce qui fait la différence aussi, c'est que bien souvent, on attend des espèces de recettes miracles, des protocoles qui font 3 pages pour réussir à faire des choses. Et le truc, c'est que bien souvent aussi, si je vous dis, tiens, pour fonctionner de manière plus efficace dans votre vie, il y a un protocole en 42 étapes, si vous les suivez exactement, ça va aller. Mais la plupart des gens, ils vont le faire. Parce qu'il y a quelque chose aussi dans le cerveau humain qui cherche la complexité. Mais en fait, le but principal, c'est de revenir à cette philosophie de Saint-Exupéry qui disait en fait que la perfection ne s'atteint pas quand on ne peut plus rien ajouter, mais quand on ne peut plus rien retrancher. C'est-à-dire qu'on maîtrise vraiment quelque chose à partir du moment où on le réduit à sa plus grande simplicité. Et je pense que ça, c'est un des gros désapprentissages qu'il faut faire quand on commence à apprendre des choses comme la PNL, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de cette mentalité de chercher à faire des trucs complexes. Parce que plus on complexifie, moins on passe à l'action. Et moins on passe à l'action, plus on se rend compte, tiens, ça marche pas. Ouais, mais bon, c'est compliqué, quoi. Et ce truc-là, on l'entend très souvent quand les gens ils ont des situations difficiles, c'est compliqué. Et quand tu les aides à prendre du recul sur la situation, en fait, ils se rendent compte que finalement, c'est compliqué parce que d'une certaine manière, ils ont laissé le truc devenir compliqué. Ou parce qu'ils ont pris un point de vue qui le rend compliqué. C'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Je trouve que quand on apprend la PNL, c'est aussi nous permettre de choisir l'angle de vue avec lequel on prend les choses. Ouais. Et ça, je trouve que ça change vraiment, quoi. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on quelquefois les gens ils confondent la PNL avec de la thérapie. C'est pour ça que quelquefois il y a des incompréhensions parce qu'on croit que c'est un outil thérapeutique. Alors c'est un outil qui va avoir bien sûr des impacts qui vont être thérapeutiques. Tout comme la course à pied, hein. Si quelqu'un va pas bien, tu lui demandes d'aller faire de la course à pied, il va se sentir mieux. C'est normal parce que c'est physiologique. Mais là, en fait, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va vraiment, en fonctionnant mieux, évidemment, on va se sentir mieux, évidemment, on va mieux fonctionner avec les autres, et évidemment, le système en lui-même va fonctionner de manière beaucoup plus efficace. Et ça, je pense que c'est l'élément fondamental, c'est que ce n'est pas une thérapie, mais ça va pousser véritablement à des effets qui vont être très bénéfiques pour les personnes. J'adore l'exemple que Nathalie, elle donne justement là-dessus pour redonner le pouvoir aux gens et puis montrer que notre langage a un impact sur nous. Si on reprend l'exemple de la dépression, tu dis souvent que tu ne vas pas acheter 3 kilos de dépression au supermarché, 3 litres de peur et puis autre chose. Mais c'est vraiment ta manière de communiquer qui va te permettre de casser cette spirale et de venir justement prendre conscience de ça et aller alimenter autre chose derrière qui va être bénéfique. Et je pense aussi que c'est ce qui est déconcertant peut-être pour certaines personnes qui peuvent être des fois déçues de ne pas comprendre la PNL, c'est qu'ils arrivent avec des attentes de je veux des protocoles, j'ai une problématique en face, dis-moi ce qu'il faut faire étape par étape par étape. Et le problème, c'est que théoriquement, on ne peut pas parce que chaque personne est différente, chaque situation est différente. Et que si on arrive avec ça, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que j'ai plus de protocole, j'ai plus de procédure. Alors que le fait justement, et merci de ça, de cette explication, que le fait que ce soit une attitude,
c'est d'avoir cette agilité, de pouvoir, si ça bloque à un point, d'avoir cette agilité de reprendre d'autres positions de recul, d'autres modes de réflexion, changer sa paire de lunettes pour justement trouver d'autres angles d'approche qui vont justement permettre de déverrouiller la situation. Alors, petit exemple d'application, on peut le faire tous ensemble, et vous allez voir à quel point le bon sens est important là-dedans. Je vais juste vous proposer, pour ceux et celles qui ont la caméra activée, ceux et celles qui peuvent l'activer, ça serait même super, de penser à un événement ou à quelque chose qui était moyen négatif dernièrement, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous a fait une queue de poisson sur la rue. Et évitez les trucs, voilà, on ne va pas rentrer dans du Dramaland, s'il vous plaît, mais partez sur un truc moyen négatif et juste fermez les yeux un instant et revisualisez la scène, ok? Juste un instant. Maintenant, ouvrez les yeux et dites-moi, parce que vous voyez, il y a plusieurs manières de voir les choses. On peut revoir la scène telle qu'on l'a vue de nos propres yeux, et on peut revoir la scène un peu comme une mouche au plafond où on se voit dans l'action. Qui d'entre vous a revu la scène de ses propres yeux? Ce que vous avez vu à ce moment-là? Ok, 1, 2, 3, ok, grande majorité. Et qui s'est vu comme une mouche au plafond? Ok. On avait une personne. Alors, vous voyez ce qui est intéressant. Notez bien ça, d'accord? Donc, événement négatif, la plupart ont vu de leurs propres yeux et une personne seulement a vu de l'extérieur. Maintenant, on va faire le truc inverse. Pensez à un truc super positif, à un moment génial que vous avez passé avec une personne que vous aimez ou alors quoi que ce soit. Fermez les yeux et repensez à ce moment qui était absolument fantastique. Ok, ouvrez les yeux. Qui d'entre vous l'a vu de ses propres yeux? Ok. Qui l'a vu comme une mouche au plafond? Ok, beaucoup plus. Alors, regardez maintenant. Maintenant, on va prendre un peu ce recul et vous allez voir là une application concrète de la PNL. D'après vous, quelle différence il y a? Et là, je vais vous demander vraiment de répondre à ce truc-là dans le chat ou alors même, même en activant le micro. Quelle va être la différence entre voir quelque chose de ses propres yeux ou alors de le voir comme un observateur de l'extérieur? Quelle va être la différence? Dissociation, je vois le mot dans le chat, ouais. Le fait de voir de ses propres yeux, il va se passer quoi émotionnellement? Ça va être comment? Ok, donc moins d'émotions quand on est dissocié, d'accord? Oui, par la distance, il y aura un filtre émotionnel. Et regardez un petit peu ce qui s'est passé pourtant. On était sur le négatif et la grande majorité le voyait de manière associée, c'est-à-dire en étant pleinement émotionnellement impliqué dedans, le négatif. Et dès qu'on est passé sur le positif, tac, presque comme si la tendance avait tendance à s'inverser, c'est-à-dire que le positif, on le regarde de manière dissociée, genre je veux pas du tout me mêler à ce truc-là, quoi. On se rend bien compte qu'il y a un problème, on se rend bien compte que c'est pas logique. On se rend bien compte que la situation idéale, ça serait le positif d'être totalement associé, de le vivre, de le ressentir à fond, et le négatif, d'en prendre un petit peu de distance. Et pourtant, vous voyez que naturellement, on a beau être tous des êtres humains intelligents et éduqués, eh ben, notre cerveau peut avoir tendance à faire exactement l'inverse de ce qui va être bon pour nous. Et c'est ça, en fait, l'idée dans la PNL, c'est de comprendre ces mécanismes-là, de voir quelle différence il va y avoir, parce que finalement, si maintenant je vous dis prenez votre événement négatif et regardez-le tous et toutes de manière dissociée, techniquement, on peut le faire. Faites-le, testez. Prenez votre événement négatif et maintenant, sortez la caméra de vos yeux et regardez-le de l'extérieur, comme une mouche au plafond. Et regardez ce qui se passe. Alors, dites dans le chat un peu qu'est-ce qui se passe quand vous prenez de la distance comme ça, émotionnellement. Détachement, ouais, ok. On ressent moins. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on veut? Je veux dire, quel intérêt on a à se faire du tort à nous-mêmes? Et le problème, vous voyez, c'est que du bon sens, c'est vraiment que du bon sens, mais l'être humain est tellement complexe qu'on est capable de faire des choses complètement à l'inverse de ce que le bon sens nous dirait. Donc l'idée dans la PNL, justement, c'est d'apprendre
prendre à faire ces pas en arrière, à observer notre manière de fonctionner et se rendre compte que finalement, on peut se dissocier, on peut s'associer également dans nos souvenirs et de le faire de manière volontaire, de choisir dans quoi je veux m'impliquer émotionnellement. Et je peux vous assurer que si pendant une semaine, là, vous décidez de vous associer à tout ce qui est bon dans votre vie et de vous dissocier de tout ce qui est mauvais dans votre vie, vous allez vous sentir très, très différemment, même au bout d'un jour déjà, même au bout d'une heure, même au bout d'une semaine, il y a de quoi dire. Il y a Pierre qui dit agir pour soi, finalement, ben c'est ça en fait. C'est comprendre comment ça marche à l'intérieur pour finalement se rendre compte que quelquefois, il y a des moyens beaucoup plus rapides que de faire 15 ans de psychanalyse pour se sentir mieux. Et j'ai rien contre. C'est très utile dans beaucoup d'aspects, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire déjà nous-mêmes. Vous savez, cette règle de Pareto des 80-20, c'est les 20% de petites actions qu'on peut faire et qui vont donner les 80% de résultats. Mais vous voyez que naturellement, on a beau être intelligent, on a beau être éduqué, on peut faire exactement l'inverse de ce que le bon sens nous dirait. D'où l'expression « vue de la lune », comme dit Olivier, effectivement. Et du coup, je pense que c'est un super moment parce qu'on avait une question tout à l'heure avec Samuel qui nous posait justement purement une question de stratégie, qui nous dit « J'ai du mal à savoir comment avoir un impact puissant et charismatique lors d'une prise de parole en public. Je rougis, je transpire facilement et je ne veux pas vivre avec ça. Comment la PNL pourrait m'aider ?» Ouais. Quelque chose d'intéressant, c'est là, clairement, tu n'es pas en train de parler en public, Samuel, et tu sais déjà anticiper, de manière anticipée, comment tu vas réagir la prochaine fois que tu vas te trouver en face du public. Tu as déjà installé la prémonition que tu vas rougir, que tu vas avoir une mauvaise physiologie. Alors, je sais, bien sûr, bien évidemment, que tu es en train de le partager par rapport à des événements qui te sont sûrement arrivés par le passé. Mais quelque chose de génial, c'est que le futur n'est pas dirigé par rapport au passé. Ici, maintenant, au présent, tu peux faire quelque chose pour que ton futur soit différent, même si tu as eu des événements par le passé. Alors, de une, c'est déjà jouer avec la manière que tu as de visualiser la scène avant qu'elle arrive. Parce que quelque chose de très, très important, si tu montes sur scène et à ce moment-là, tu fais les ajustements, c'est peut-être un peu trop tard. Alors, il faut se préparer, tu sais, un peu comme le sport, tu veux, je sais pas, courir un marathon et à ce moment-là, c'est la première fois que tu te lances. Non, attends, il faut avoir une préparation avant de te lancer le jour où tu veux parler en public. Comment tu peux te préparer? De une, comment tu voudrais? Alors, je sais que tous et toutes, vous avez des choses que vous voulez réussir et peut-être vous n'avez pas encore réussi. Alors, visualisez deux images. Vous pouvez visualiser l'image où vous réussissez et où c'est facile, même si ce n'est pas encore vrai. Et vous pouvez visualiser l'image où effectivement, il y a toutes ces contraintes, il y a le fait de rougir, il y a le fait d'être mal à l'aise. Dans quelle des deux images tu préfères être? Et nous allons donner beaucoup plus de force à la bonne image. Alors, de une, la bonne image, quel est le dialogue interne que tu as? Est-ce que là où tu arrives à parler, à avoir du charisme, à formuler tes idées, à être à l'aise, est-ce que dans cette image-là, tu as un dialogue interne quelconque? Parce que souvent, notre dialogue interne, dans les mauvaises images, dans les mauvais ressentis, il est là en train de faire des commentaires
qui ne nous aident pas clairement. Alors, un peu avant, et un peu, ça va dépendre de chaque personne, parce qu'effectivement, il n'y a pas un protocole qui soit utile pour tout le monde. Un peu avant, focalise-toi sur comment tu veux ressentir. La posture de notre corps va jouer énormément d'impact à notre ressenti. Si je vous dis, mimez avec votre corps une personne qui se sent déprimée, qu'est-ce que vous me faites? Je vous observe. Mimez avec votre corps quelqu'un qui se sent déprimé. Effectivement, nous allons rentrer les épaules, nous allons baisser la tête, on va être dans cette position. Maintenant, mimez une personne, et toi ne les aide pas, mimer une personne qui se sent sûre d'elle-même, et du coup je les aide, c'est loupé, une personne qui se sent bien à l'aise, sûre d'elle-même. Quelle serait la physiologie de quelqu'un comme ça? Ouais, exactement. Alors, c'est quelqu'un qui est droit, qui a les épaules vers l'arrière, qui ne regarde pas vers le bas, qui au lieu de regarder vers le bas est plutôt en train de regarder vers le haut ou au moins à hauteur de l'horizon. Simplement, c'est petites modifications par rapport à notre posture, si tous les jours nous pratiquons d'avoir la posture de triomphe quand il y a quelqu'un qui traverse à la course, qui traverse la meta, comment tu dis? La ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée. Quel est le mouvement que fait une personne qui traverse la ligne d'arrivée? Systématiquement, ça va être de lever les bras et d'avoir cette sensation comme d'ouverture avec les bras bien ouverts. Si on prend 2 minutes pour avoir cette position-là, pour avoir les bras étendus, la tête vers le haut et la poitrine bien ouverte, après 2 minutes déjà, nous avons la chimie cérébrale d'oxytocine, nous avons absolument tout pour avoir du succès. Alors, ce que tu peux faire, c'est avant de te trouver dans une situation de stress, et ça peut être avant une interview importante, ça peut être avant n'importe quel challenge, simplement de prendre cette posture de force, cette posture d'ouverture, cette posture qui va créer la bonne chimie cérébrale, de couper totalement ton dialogue interne, donc de ne pas te donner la possibilité de critiquer et de te dire, parce que le dialogue interne qu'on a, on est vachement méchant avec nous-mêmes. Quand tu es dans une situation de stress, au lieu de t'applaudir et de dire « non, je sais, j'ai confiance en toi », qu'est-ce qu'on se dit à soi-même? On se dit que des choses qui vont nous démonter. Et clairement, ça ne va pas générer la bonne chimie ou le bon état. Alors, si tu veux avoir du charisme, d'entrée de jeu, il faut que tu crois que tu as du charisme. Et ça, le charisme, je pense que c'est quelque chose qui se pratique aussi. C'est quelque chose que tu peux... la confiance en toi, c'est quelque chose qui se pratique. Et ça se pratique dès que tu te lèves le matin. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Comment tu te parles? Quand tu te trompes, parce qu'on se trompe tous, mais quand tu te trompes, comment tu te parles à toi-même? Qu'est-ce que tu te dis? Comment, dans quelle tonalité tu te dis? Parce que souvent, les tonalités vont avoir un impact sur nos émotions énorme.
tu peux dire, c'est pas par rapport à ce qu'on dit, c'est par rapport à comment on se parle à soi-même. Et demande-toi si tu accepterais comme meilleur ami une personne qui fonctionne comme ta voix intérieure. Tu sais, quand tu commences à échouer un truc et que tu as la voix intérieure qui dit « mais t'es vraiment trop nul », quoi. Vous imaginez avoir un meilleur pote comme ça? Vous commencez à faire un truc, vous échouez un petit peu et lui, il vient, il dit « mais t'es vraiment trop nul », quoi. Personne n'aimerait ça. Et pourtant, c'est ce genre de meilleur ami en fait qu'on se développe à l'intérieur et c'est super dommage. Alors, l'idée en fait ici, c'est d'utiliser à son avantage des mécanismes biologiques et physiologiques. Ça, c'est aussi un gros morceau de la PNL. Quand Nathalie parlait des postures, bah là, vous regardez, il y a plusieurs études qui ont été menées là-dessus. Il y a même une conférence TED qui est très intéressante, TED. Vous tapez et puis vous mettez le nom de la personne, c'est Amy Cuddy, A-M-Y, C-U-D-Y, C-U-D-Y, pardon. Et Amy Cuddy, en fait, elle a mené une étude justement sur les postures et elle a montré qu'en 2 minutes, effectivement, on pouvait baisser le taux de cortisol de 30%, c'est-à-dire le taux de stress. Juste en adoptant une posture droite, la tête haute, on peut baisser le niveau de stress de 30%. J'en ai parlé avec le docteur David O'Hare, justement, que vous avez, ben voilà, super, il y a Samuel qui vient de mettre le lien, avec le docteur David O'Hare qui disait, mais si un laboratoire médical sortait une pilule qui, en 2 minutes après l'avoir avalée, te permettait de baisser le niveau de stress de 30%, mais ce laboratoire, il serait milliardaire. Et pourtant, ce médicament n'existe pas, mais on a la capacité de le faire avec des gestes simples. Et toute l'idée ici, ça va être de se réapproprier ces gestes-là, de se réapproprier ces méthodologies de pensée pour pouvoir les utiliser à notre avantage, au lieu d'être victime de ces trucs-là. Parce que quand naturellement on a l'effet de se raconter des horreurs à l'intérieur, de se courber, d'être pas bien, bah, évidemment, c'est sûr que c'est comme un meilleur pote qui est juste en train de t'aider à creuser ton trou, quoi. Et finalement, on est un petit peu comme ça, quoi. On creuse notre propre tombe, alors qu'en fait, finalement, bah, c'est juste un petit truc à traverser, quoi. Ouais. En tout cas, bah, merci pour vos exemples parce que c'est super. Parce que au début, voilà, ça peut paraître abstrait, encore une fois, quand on cherche vraiment du protocole pur. Et là, on se rend compte vraiment que la PNL, encore une fois, c'est une attitude, ça se vit. Donc, bah, merci d'avoir donné l'opportunité de pouvoir la vivre. Et justement, de montrer ces deux volets d'application qui sont à la fois par la communication et à la fois aussi par la pure stratégie, la pure mécanique de notre ordinateur. Hein. C'est donner les bonnes informations dans le logiciel, faire des mises à jour pour obtenir le résultat escompté. Donc, de se rendre compte qu'on peut agir à la fois sur de la stratégie mentale pure et de la communication, que les deux sont liés, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres. Et en tout cas, je trouve que c'est vraiment ça la force de la PNL et notamment la PNL Bandler. C'est une fois que c'est une attitude, on réfléchit plus à ce qu'on fait, Ouais. on devient ce qu'on fait et c'est là qu'on est performant. C'est ça qui fait la différence. Et après, on fait du bien autour de nous sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est génial aussi. Ouais. Donc bah, merci. Oui, Nathalie, vas-y. Et rends-toi compte de quelque chose. Quand tu fais un changement, parce que sûrement tu t'es trompé sur toi, sur tes capacités à un moment donné. Tu ne croyais pas que tu allais réussir et tu as sûrement réussi à quelque chose. Si tu es capable de te tromper dans quelque chose de minuscule, tu es capable de te tromper par rapport à ce que tu crois sur toi. Et si tu es capable de te tromper par rapport à tes capacités, à ce que tu peux réussir, imagine tout l'impact que tu peux avoir, pas simplement aujourd'hui, ici, maintenant, mais pour le reste de ta vie. Parce que tu as la capacité de choisir, en fait, qu'est-ce que tu veux être, qui tu veux devenir. Il y a aussi Tony Robbins, c'est un grand de la PNL, et il dit souvent, ce mec-là que vous voyez, c'est quelqu'un que moi j'ai créé, que moi j'ai développé. Ce mec-là, il n'existait pas. J'ai décidé que je voulais parler en public, j'ai décidé que je voulais avoir une voix puissante, j'ai décidé que je voulais être bien physiquement, j'ai décidé. Et finalement, il a créé ce personnage. Mais rien ne t'empêche aujourd'hui de projeter et de devenir la meilleure version possible de toi-même.
Et par où tu peux commencer? Et ce qui est génial, c'est que la meilleure version possible de toi-même par rapport à qui tu es aujourd'hui va être le point de départ pour demain devenir la meilleure version de toi-même. Et il n'y a vraiment pas d'âge. Tu continues de t'améliorer à chaque moment, à chaque instant. Et Richard Bandler, avec qui on travaille de près, il a 70 ans, il va bientôt en avoir alors 70 ans pour les Suisses et les Belges. Il va bientôt avoir 71 ans. 71 ans. Je ne l'ai jamais vu aussi en forme, aussi magnifique, aussi efficace que maintenant. Et ça fait plus de 20 ans que je me forme avec lui. Alors, c'est vraiment... c'est possible si et seulement si tu crois que c'est possible. Et c'est pour ça qu'on parle d'attitude, parce qu'il faut véritablement avoir une bonne attitude. Il faut que tu crois que c'est possible, il faut que tu crois que tu le mérites, il faut que tu crois que tu en es capable et tu vas avoir cette manifestation avec les choses les plus simples qui vont te donner cette sécurité pour aller avec des choses un peu plus compliquées. Et ce qu'on apprend également en formation, justement, c'est à dégager toutes ces croyances limitantes. Parce que la raison pour laquelle les gens ne croient pas que c'est possible, c'est justement parce qu'à la base, on développe tout un ensemble de croyances. Et quelquefois, c'est des trucs qui nous sont offerts gracieusement par nos parents, voilà, qui nous apprennent malgré eux que voilà, on ne peut pas tout faire dans la vie, on ne peut pas tout réussir, etc. Après, l'idée, ce n'est pas d'aller dans les extrêmes et puis de se dire « ouais, c'est tout puissant, il n'y a pas de limite ». Non, ce n'est pas ça du tout. Mais le truc, c'est qu'il va être utile de retirer un maximum tous ces bâtons qu'on se met nous-mêmes dans les roues. La vie, elle est suffisamment trash pour nous en mettre déjà elle-même des bâtons dans les roues. Et l'idée, c'est déjà d'enlever ce que nous-mêmes on se crée, justement par ces mauvaises gestions de nos pensées, par ces mauvaises gestions de notre chimie interne, etc. Si ça, on arrive à le dégager, finalement, les crasses que la vie, elle nous présente sont beaucoup plus faciles à gérer. Et je pense qu'à partir du moment où on a cette capacité à retirer tous les bâtons qu'on s'est mis nous-mêmes dans les roues, finalement, les problèmes de la vie, ils passent crème, comme on dit. Et ça passe beaucoup plus facile et on peut beaucoup plus facilement aussi en retirer des leçons. Et vous voyez, les exemples qu'on vous a donnés, les petites applications qu'on vous a fait, c'est que du bon sens. Et pourtant, vous vous rendez compte qu'on ne le fait pas. Voilà. Donc en fait, la PNL, c'est un remède de performance et un remède anti-âge. Voilà. Super. Bon, je pense qu'on a déjà balayé pas mal de sujets, vraiment, vraiment super intéressants. Et puis, merci pour ces explications. Je pense que ça peut être l'occasion aussi, s'il y a deux, trois questions encore qui se posent, peut-être d'y répondre. Donc, si vous avez encore deux, trois questions dans le chat, de les faire remonter. Et puis, dans tous les cas, voilà, si vous avez encore d'autres questions, sachez que c'est toujours possible de les passer à Michel et Nathalie d'un moyen ou d'un autre. Donc, on se met aussi à disposition pour y répondre, parce qu'on est également aussi formés en PNL, mais voilà, autant que possible, on les retransmettra à Michel et Nathalie. Donc voilà, si vous avez des questions à leur poser directement, c'est le moment. On va vous les laisser les écrire dans le chat. Et si vous avez encore fait de belles découvertes également, n'hésitez pas, on vous encourage même à les partager. Hein. Pendant que tu fais ça, on vous recommande ici fortement le dernier spectacle de Anthony Cavana. Anthony Cavana, qui est notre humoriste, voilà, c'est aussi un de mes très bons amis, un de nos très bons amis. Et justement, il s'est formé à la PNL. Et son dernier spectacle qu'il a fait, il a énormément axé PNL. On a eu la chance de pouvoir être conseillé dessus, sur ce spectacle. Et vraiment, il y a un avant et un après. C'est-à-dire les gens qui voient le spectacle, souvent ils se disent, ils ressortent de là en se sentant différemment de comment ils étaient avant, mais vraiment en profondeur. Donc c'est une belle application, en fait, justement, comment on peut ajouter la PNL à l'humour et en faire une application qui tienne vraiment la route, quoi.
Alors, ouais. Je vois une question apparaître. Comment aider des élèves bloqués à l'oral? Alors, je saute sur l'occasion de vous partager une petite astuce. Typiquement, des élèves qui sont bloqués à l'oral, le problème, c'est qu'ils veulent dire plus vite que ceux qui sont capables de verbaliser. Ils ont tout plein d'idées. Sûrement, ils sont en train de créer des images de ce qu'ils veulent partager oralement. Et les images vont beaucoup plus vite que l'oral. C'est clair avec le tonnerre et l'éclair. L'éclair, il va beaucoup plus vite que le tonnerre. Alors, les images qu'on veut partager vont beaucoup plus vite, défilent devant nos yeux beaucoup plus vite. Et en fait, pour pouvoir débloquer un élève qui aurait ce problème-là, ce qu'on peut faire, c'est ralentir les images de ce qu'ils veulent partager. Qu'il ait une idée concrète, en sorte une seule image de ce qu'il veut partager, une seule image en même temps, au même moment. Ça, typiquement, c'est un excellent outil pour pouvoir débloquer. Alors après, je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux dire par rapport à bloquer à l'oral. Alors, est-ce que c'est une personne qui n'arrive... Ok, c'est la peur. Je vais vous partager quelque chose qui est absolument fantastique et qui fonctionne avec toutes les émotions. Émotion signifie énergie en mouvement. Il faut prendre conscience que toutes les émotions, pour qu'on maintienne une émotion, il va falloir que nous faisions quelque chose pour la faire tourner. On dit souvent, ah oui, j'ai pas pu dormir parce que j'avais une idée qui me tournait dans la tête ou qui me trottait dans la tête. En fait, pour pouvoir maintenir une émotion, il faut d'abord ressentir, alors par exemple avec un élève qui a peur, de lui poser la question, ok, quand tu as peur, c'est où que tu ressens la peur en premier? Typiquement, on va ressentir la peur. Alors, quelquefois, ça va être au niveau de l'estomac, quelquefois, ça va être au niveau de la gorge, quelquefois, ça peut être au niveau des jambes. De prendre conscience où est-ce que tu ressens d'abord la peur. Et une fois que tu sais où le sentiment ou l'émotion commence, de te rendre compte comment elle tourne. Si elle devait tourner, dans quelle direction elle irait? Les directions, il n'y en a pas 36 000, c'est soit elle va vers l'avant, soit elle va vers l'arrière, soit elle va dans le sens des aiguilles, soit elle va en sens contraire, soit je dis comme touk, ça ou touk, comme ça, ouais. touk, touk, ou comme ça ou comme ça. Ce sont les 6 axes dans lesquels vont tourner nos émotions. Et c'est toujours par rapport à notre ligne moyenne, médiane. On n'a jamais une peur qui nous tourne qu'à l'épaule. Non, ça va être une émotion de corps complet. Et de te rendre compte dans quel sens ça va. C'est aussi très, très facile de te rendre compte dans quel sens l'émotion tourne, parce que si tu la fais tourner dans le sens dans lequel elle tourne, typiquement, tu vas la ressentir encore plus fort. Ouais. Alors, de te rendre compte, une personne qui te dit « j'ai peur ». On peut le tester, ça d'ailleurs, tiens, tant qu'à faire. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans… Non, mais tout le monde même, on peut… Ok. Regardez, on va aller sur le même truc qu'avant. Et… prenez de nouveau le truc négatif dont on a parlé avant, d'accord? Et regardez s'il y a une émotion ou un sentiment attaché à ça, d'accord? S'il y en a un, gardez-le. S'il n'y en a pas, passez sur un autre truc. Et simplement, représentez-vous à l'intérieur de quelle manière ça tourne. Et partez du présupposé que ça tourne d'une certaine manière.
Pourquoi? Parce que c'est pareil, si je vous pose le doigt sur le bras et que je ne bouge plus, au bout d'un moment, vous ne sentez plus mon doigt. Par contre, si je le mets en mouvement, là, vous allez continuer de le sentir de manière régulière. Donc, présupposez de quelle manière ça tourne et à quelle vitesse ça tourne. OK? Et maintenant, juste pour tester, accélérez un petit peu le mouvement de rotation de ce truc négatif. Et regardez ce qui se passe. OK. Et après, revenez à la vitesse initiale. En gros, juste par lever de main, chez qui est-ce que ça rend le truc plus désagréable? OK. D'accord, ça marche, super. Et le truc, c'est que maintenant que vous savez qu'en l'accélérant, ça le rend plus désagréable, reprenez ce truc-là, à la vitesse à laquelle il tourne, et maintenant, à l'inverse, ralentissez-le. Ralentissez-le, ralentissez-le, jusqu'au moment où ça s'arrête, et testez même un truc encore plus fou, faites-le tourner à l'envers. Commencez à le faire tourner à l'envers, et regardez ce qui se passe. OK, voilà. Bon, je pense que les réactions veulent tout dire. En fait, vous vous rendez compte d'un truc, c'est que juste là, par ce petit exercice, en réalité, j'ai eu plus de contrôle sur vos émotions à vous que quelquefois vous avez l'impression que vous en avez. La réalité, c'est qu'en fait, on a cette capacité d'action, mais comme on ne l'a jamais appris, comme on n'a jamais expérimenté le fait d'avoir un levier d'action, ben en fait, on ne sait pas, en fait, tout simplement. Et se réapproprier ces modes de fonctionnement, imaginez d'apprendre ça à un enfant. Imaginez juste un enfant qui, quand il ne se sent pas bien, de lui faire se réapproprier justement le fait que l'émotion, c'est effectivement, comme ça dit l'étymologie, une énergie en mouvement qui peut l'accélérer, qui peut le ralentir. Imaginez qu'ils se mettent à accélérer les trucs positifs de leur vie et à ralentir les trucs qui sont plus négatifs. Mais vous vous rendez compte un petit peu, surtout maintenant en période de Covid, il y a tellement d'enfants qui sont dans ces notions de tentatives même de suicide, des enfants qui gèrent plus du tout. Des trucs simples, juste des trucs simples à leur donner, quoi. Et là, à la question de Olivier, est-ce que ça marche pour les phobies? Les phobies, on peut les aborder bien sûr de cette manière-là, mais autre chose encore intéressante, juste par lever de main, qui d'entre vous, on va le faire de groupe, hein, donc c'est juste pour info, qui d'entre vous a au moins un truc qui lui sert de phobie, comme les araignées, les serpents ou des trucs comme ça, juste lever la main? OK. Maintenant, je vais vous demander un truc. Si vous fermez les yeux, vous vous représentez l'élément qui vous fait peur. Juste un instant, faites-le. Et dites-moi, qui d'entre vous voit cet élément qui vous fait peur de taille plus grande que nature? C'est-à-dire plus grand que ça serait dans la vie de tous les jours. OK, d'accord. Qui le voit de la même taille à peu près? OK. Donc, on a à peu près moitié-moitié. Alors déjà, un premier truc. Quand quelque chose me fait peur, si maintenant, mettons, c'est les araignées, si je me représente une araignée taille normale, c'est une chose. Si je me la représente 2 fois plus grande que la réalité, vous ne croyez pas qu'il y a quand même des chances de m'impacter un peu plus? Et là, effectivement, on se rend compte que statistiquement, et ça, c'est même pas de la PNL, hein, c'est des études qui ont été faites là-dessus, statistiquement, quelqu'un qui a la phobie de quelque chose va voir cet élément-là, aura tendance à le voir plus grand que nature. Mais maintenant, repensez à ce truc-là et rapetissez-le un coup dans votre tête. On est capable de le faire, on est d'accord? On est capable de le faire. Et ça fait que, alors c'est pas toujours facile, je vois Edwige qui secoue un petit peu la tête, c'est pas toujours évident, évidemment, parce que quand on n'a jamais fait quelque chose de notre vie, évidemment, commencer à le faire, c'est pas toujours évident. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, la personne qui est au contrôle, je dirais, de mon propre cerveau, c'est moi. Et on peut réapprendre justement à reprendre ce contrôle-là. Et rien que ça, si vous travaillez sur le mouvement de l'émotion, donc sur l'intensité de l'émotion, qu'en plus de ça, vous travaillez sur votre représentation de l'élément en question. Ouais, quelquefois, ce n'est pas simplement de rapetisser, mais c'est de mettre de la distance avec l'image. Alors, essayez aussi de mettre de la distance, rapetisser, enlever la couleur. Ouais.
Et souvent aussi le son, parce que dans Les Dents de la Mer, dans le film Les Dents de la Mer, qu'est-ce qui causait la peur la plus profonde? C'est la musique. C'est c'est direct, quoi. Alors, si tu enlèves ça c'est en PNL, on connaît ça comme les sous-modalités. Si tu modifies ta manière de percevoir, en fait, les phobies, c'est pas par rapport à l'élément qui nous cause la phobie, c'est par rapport à notre représentation de l'élément. Ouais. Si tu biaises ta représentation de l'élément, à ce moment-là, tu reprends le contrôle. Les phobies, ça peut tuer. Ouais. J'ai connu une personne on était en train de discuter à Londres et il y a eu une petite araignée qui était dans un buisson qui était derrière moi. Alors, on était en train de discuter, le buisson était derrière moi, mais éloigné, je n'étais pas en train de le toucher, c'était une araignée de rien du tout. Et du coup, la personne, elle a sauté sans faire attention sur la rue. Sur la route. Ouais. Sans faire attention s'il y avait des voitures qui passaient à ce moment-là. Parce que typiquement, avec les phobies, ce sont des réactions qu'on a complètement inconscientes. Ce n'est pas quelque chose où on est en train de réfléchir, ce n'est pas quelque chose qu'on fait consciemment. Mais rendez-vous compte, elle aurait pu, heureusement, rien n'est arrivé, mais elle aurait pu risquer sa vie avec une réaction comme ça, de reprendre le contrôle. Alors, il y a plusieurs manières de traiter les phobies. On peut très, très facilement avec, par exemple, la modification de cette peur. Alors, si vous avez une phobie ou pas, ce n'est pas grave. Si vous avez une phobie, je pense que c'est peut-être l'occasion de la dégager pour toujours. Si vous avez une peur, ça fonctionne aussi. Alors, créez une image une représentation de ce truc-là, la phobie ou une mauvaise émotion ou une peur que tu as. Alors, Samuel, tu peux utiliser ta peur de parler en public. Ah, peur des serpents, ok. Alors, tu crées cette représentation-là et quand je te dirai, tu vas rapetisser l'image de la taille d'une monnaie, d'une pièce de monnaie. Et tu vas la faire clignoter en blanc, noir, blanc, noir. Okay? Très vite. Alors, nous allons le faire de manière très, très vite. Nous allons le faire peut-être 3 fois. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous allez créer la représentation. Vous allez rapetisser, clignoter, blanc, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, et vous allez ouvrir les yeux. OK, on va le refaire, fermez les yeux, vous rapetissez l'image, clignotez, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, vous ouvrez les yeux, et encore une fois, vous allez rapetisser l'image, vous allez clignoter, blanc, noir, et vous allez ouvrir les yeux. Essayez en vain maintenant de réavoir cette réaction avec ce truc-là. Regardez si elle est pareille, si elle est moins forte. D'entre vous, elle a complètement disparu par levée de main? Ok, top, super. Yes. Pour qui il y a encore un tout petit peu quelque chose, ça rapetissait? Ok, 2 personnes, d'accord. Ok, pour qui ça n'a pas bougé? Pour tout le monde, ça a bougé. Ok. Et pourtant, vous voyez, c'est d'une simplicité complètement dingue. On est juste en train de transformer comment on se représente les choses, parce que finalement, notre expérience de la réalité, elle est basée sur comment on perçoit les choses. Et c'est un petit peu le principe des gens qui sont positifs ou négatifs. Quelqu'un de négatif va systématiquement focaliser sur ce qui ne va pas. Le positif va focaliser sur ce qui va.
Et l'idéal, en fait, c'est de réussir à choisir sur quoi j'ai envie de me focaliser. Ouais. Parce que quelquefois, c'est bien de se focaliser sur le négatif aussi, quoi. Et qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là qui te disent, mais sois réaliste, ne sois pas positif, sois réaliste. C'est quoi? Le truc, c'est que le réel, finalement, c'est la manière qu'on va choisir au final de percevoir les choses. C'est ça, en fait, finalement, la réalité. C'est pour ça qu'on peut vivre dans une famille, vous allez en vacances, on peut vivre tous la même expérience et chacun en aura un perçu différent. Il y aura entre celui qui va être super content, super satisfait de ses vacances, l'autre qui va dire c'était les pires vacances de ma vie, pourtant on a vécu la même chose. Donc la réalité, elle est où là-dedans? La réalité, c'est comment moi je veux le percevoir. Et vous voyez bien, quand vous êtes bien à l'intérieur, même un petit dîner entre amis, ça va vous laisser des super bons souvenirs. Mais quand vous allez à un dîner entre amis et que vous n'êtes pas bien parce que vous avez eu des problèmes durant la journée, etc., ce même dîner, vous pourrez le vivre d'une manière beaucoup plus négative, beaucoup moins intéressante. Pourtant, c'est la même réalité à la base. Ouais. Il y a Patdu qui demande comment on fait avec une peur invisible. En fait, nous avons des représentations visuelles, même si c'est une peur invisible. Alors, tu dis, quand on grimpe, par exemple, tu as déjà l'image de ce que tu vas ressentir quand tu grimpes. Alors, on a déjà donné des indices sur ce que tu peux faire avec ta représentation. Et si tu n'as pas de représentation, tu vas vers la sensation. Et on a parlé de comment la faire tourner à l'envers. Ça marche super. Nathalie avait fait ça avec notre fils, parce que là, on vient de déménager. Sa chambre, elle est au 4e étage et il avait le vertige. Et en quelques secondes, elle lui a complètement dégagé la peur en fait, qu'il avait le vertige. Avant même qu'elle ait fini de faire son truc, pour lui, c'était déjà avec bon. Avec les enfants, ça fonctionne toujours beaucoup plus facile qu'avec les adultes. Ouais. Ils ont moins de croyances limitantes. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces super explications, super riches. Je pense qu'on a eu le temps de balayer plein de cas différents, de répondre à plein de questions. On va approcher des 10 heures du soir. Il y en a qui ont peut-être encore le Beaujolais aussi ce soir, parce que c'est un moment important en France aussi pour certains. Mais en tout cas, voilà, un grand merci à vous. Pour tous les participants, merci d'avoir participé à cette conférence. Si vous avez également encore des questions, des interrogations, vraiment libre à vous de nous les partager. On pourra les faire remonter. Nous, c'était vraiment un grand plaisir que de pouvoir proposer cette conférence avec Michel et Nathalie sur la PNL et sur la communication. On espère sincèrement que ça vous aura donné déjà une explication de qu'est-ce que la PNL, qu'est-ce que vous pouvez en faire, et également vous donner aussi des clés et peut-être des perspectives pour aller plus loin, pour répondre à vos enjeux, à vos problématiques. C'est vraiment l'objectif de chaque conférence. C'est de mettre à disposition des choses qui pourront vous servir à vous, qui pourront servir aux autres, parce qu'on avance vite peut-être seul, mais on va plus loin tous ensemble. Et voilà, si vous faites du bien à vous, vous ferez du bien aux autres. Donc nous, ça nous fait du bien de vous proposer des choses comme ça, en tout cas. Alors, un replay sera bien disponible d'ici un jour ou deux. Ouais, donc voilà, pour le replay, pour petit rappel, le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Vous allez recevoir aussi un petit email avec le lien pour vous faciliter la tâche au maximum. Ça, c'est de la stratégie aussi. Aller au plus simple, au plus efficace. Il y aura juste à cliquer sur le lien. Et si vous voulez, vous pouvez aussi aller sur le site internet de INSEM, dans la rubrique Nos événements, et vous pourrez retrouver aussi le replay de cette conférence et des autres conférences. Voilà. En tout cas, avant de vous laisser partir, simplement un petit mot. Voilà, ça nous a fait vraiment super plaisir de partager cette conférence. Ça nous intéresserait vraiment d'avoir vos retours. Donc, on vous invite à liker la page Facebook, sur YouTube également, et puis à nous mettre un petit commentaire sous la publication de Facebook qu'on a créée pour l'événement. Vos impressions, ce que vous avez appris, ce que vous avez apprécié, peut-être recommander à certaines personnes. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir avec la PNL, avec les mots que vous allez utiliser, justement, d'avoir des indications sur quels sont vos besoins et qu'est-ce qu'on pourra vous proposer également comme prochaine conférence, ou peut-être comme spécialisation de ce qu'on a vu aujourd'hui, par exemple. Ça pourrait être également une idée. Voilà. Bon. Alors, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres choses supplémentaires, encore une fois, un grand merci à vous, Nathalie et Michel.
C'est toujours Grand un merci plaisir à vous, Nathalie et Michel. Ouais, c'est toujours vraiment... super enrichissant, super PNListe et super, quoi, tout simplement. On va pas en dire plus. Ouais. Géraldine, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Si Michel, Nathalie, vous avez un petit mot à dire pour la fin avant qu'on se quitte. Non, juste à dire que c'est toujours autant de plaisir de les entendre parce que même si on est formé à la PNL, eh ben, on découvre encore et toujours des choses à travers tout ce que vous pouvez dire. Donc, c'est vraiment très, très enrichissant. Merci à vous. Ben, merci à vous deux de cette invitation, de cette opportunité de rencontrer toutes ces belles personnes qui vous suivent. Et merci à vous tous qui avez suivi cette conférence, qui avez posé des questions. Et merci aussi aux personnes qui vont la regarder en replay. C'est véritablement un plaisir que je trouve à partager la PNL parce que c'est véritablement un outil qui peut changer profondément des vies. Alors, merci de cette opportunité. Tout pareil. Et puis, j'en profite également. Voilà, ça ne s'arrête pas là. Hein. Encore une fois, on est disponible. Vous avez également le bouquin de Michel, un carnet de bord d'un expert en stratégie mentale. Michel, il retrace son expérience, il retrace aussi la PNL, comment ça l'a aidé concrètement dans sa vie. Enfin, je pense que Michel, après, c'est toi qui en parlera le mieux. Et voilà, il y a également les formations aussi, parce qu'on nous demande souvent après les conférences, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a des formations, des choses, des ateliers? Oui, il y a des formations. Et ce sera avec Michel et Nathalie. Donc, vous retrouverez cet esprit, cette bonne humeur. Enfin, voilà, c'est tous ceux qui ont vécu les formations de PNL pourront vous le dire. Il y a l'avant, il y a la formation et il y a l'après, à tous les niveaux, que ce soit pour vous, votre entourage, sur tout ça. Enfin, on change de lunettes et on voit le monde de façon différente, mais de façon beaucoup plus beau aussi. Et franchement, c'est un beau cadeau que vous vous faites et c'est vraiment des formations qui font la différence. C'est vraiment des formations qui font la différence et qui sont essentielles. Le plus tôt on s'en rapproche, le mieux c'est. Alors, il y a Sandrine qui demande si une formation pourrait avoir lieu à 3. Alors, nous, c'est notre grand rêve avec Pierre de faire venir Michel et Nathalie, mais voilà, je leur laisse la réponse. Mais en fait, alors peut-être un jour, en tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup le côté dépaysant ici de la Suisse. Je pense que ceux et celles qui ont vécu l'expérience, généralement, peuvent le dire. Là, on a Patrick, on a Aline aussi. Le truc, c'est que comme c'est une expérience de être, beaucoup plus que de savoir, le cadre joue énormément et c'est vrai que sortir de son cadre, arriver en plus dans un endroit qui est juste magnifique au pied des montagnes, etc., ça change totalement aussi la manière en fait d'apprendre. Donc c'est vrai que nous, pour l'instant, notre coup de cœur, c'est de continuer de le faire ici, mais maintenant, on ne sait jamais, Ouais. Tout est possible. tout est possible. Surtout que Troyes, c'est vraiment une ville magnifique. Hein. Et puis, il y a Ah, la bonne prunelle de Troyes, Michel. eh oui, la Nathalie, tu as goûté maintenant, Nathalie. Bon, en tout cas, sur ces sages paroles, on va vous souhaiter à tous une très très belle soirée. Encore une fois, partagez autour de vous, parce que ça peut servir ne serait-ce qu'à une seule personne. Ça fera la différence peut-être énorme pour lui. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à vous. On vous souhaite à tous une très très belle soirée.